TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et les femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, ensuite vous activez la cloche de notification et enfin vous cliquez sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. La mort politique de Mobutu. Abandonné par les États-Unis, l'aigle tomba. Le processus angoissant de la transition de Mobutu du pouvoir peut être retracé à travers le déclin politique, économique et social du Zaïre de 1992 à 1997. Politiquement, le gouvernement de Mobutu avait délibérément échoué à fournir une sécurité de base à son peuple. Les attaques contre la population par divers groupes militaires étaient omniprésentes pendant cette période, laissant les victimes avec peu ou pas de nourriture ainsi que des cicatrices physiques et mentales débilitantes. Sur le plan économique, la kleptocratie de Mobutu a paralysé la capacité de sa nation à subvenir à ses besoins, malgré son grand potentiel minier et agricole. Socialement, le Zaïre était un refuge pour les meurtriers, les maraudeurs, les violeurs, les charognards, les népotistes et les charlatans, tous déguisés en fonctionnaires du gouvernement, exploitant les ressources et la dignité de millions de leurs compatriotes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. En 1997, la corruption dans tout le Congo-Zaïre et la décadence rampante de l'État ont créé un trésor pour toute partie nationale ou étrangère intéressée à prendre ce qu'elle pouvait emporter. Kabila et ses appuis extérieurs ont simplement organisé suffisamment de personnes et suffisamment de soutien étranger pour percer la voûte corrodée de Mobutu et prendre ce qui leur plaisait, et Mobutu, en raison de sa propre corruption dans tout le Congo-Zaïre et de la décadence rampante de l'État, a créé un trésor pour toutes les parties nationales ou étrangères intéressées à prendre ce qu'elles pouvaient prendre. Kabila et les pays qui le soutenaient tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda avaient simplement organisé suffisamment de personnes mais suffisamment de soutien occidental pour percer la voûte corrodée de Mobutu et prendre ce qui leur plaisait, et Mobutu, en raison de sa propre corruption dans tout le Congo-Zaïre et de la décadence rampante de l'État, avait créé un trésor pour toutes les parties nationales ou étrangères intéressées à prendre ce qu'elles pouvaient prendre. La mort politique de Mobutu. La fin de la guerre froide a eu un effet immédiat et durable sur Mobutu et le Zaïre. Avec la disparition de la menace d'empiètement soviétique en Afrique en 1991, le gouvernement des États-Unis avait réévalué ses relations avec le Zaïre, et plus particulièrement avec son chef assiégé. En 1991, de nombreux politiciens du Congrès des États-Unis ont soutenu la destitution de Mobutu, mais l'administration Bush et les spécialistes africains des bureaucraties de la sécurité nationale ont tenu bon leur engagement de longue date envers Mobutu, citant le danger imminent d'un Zaïre sans Mobutu. La Maison-Blanche a fait valoir que si Mobutu était déposé, le chaos était probable au Zaïre. Comme son successeur n'était pas clair, l'administration Bush a jugé prudent de s'en tenir au dictateur qu'elle connaissait. Cette plateforme, Mobutu ou le chaos, a fini par tomber en disgrâce lorsque la communauté internationale a commencé à prendre conscience des violations des droits de l'homme commises au Zaïre. Le Congrès, l'organisme responsable de l'allocation des fonds d'aide étrangère, a pratiquement rompu ses liens avec le régime de Mobutu. En moyenne, les États-Unis avaient fourni au Zaïre 55 millions de dollars d'aide économique par an de 1985 à 1990. En 1991, avec la fin imminente de la guerre froide, l'aide économique des États-Unis est tombée à 31,2 millions et, en 1992, l'Amérique n'a fourni que 600 000 dollars d'aide économique à son allié de longue date. En septembre 1991, des milliers de soldats zaïrois, désemparés par le manque de soldes, ont déclenché une émeute à Kinshasa, qui s'est rapidement propagée à d'autres capitales provinciales comme Lubumbashi, faisant 30 morts et plus de 1200 blessés. Alors que les foules menaçaient le régime de Mobutu, les États-Unis n'ont pas fait grand-chose pour aider, peu par rapport à l'aide militaire précédente au cours des 26 dernières années. Une force d'intervention belge et française de 1750 militaires est intervenue pour évacuer environ 8000 étrangers. Bien que les États-Unis n'aient pas été directement impliqués dans l'opération de sauvetage,
plusieurs avions de transport militaire CE-141 ont été prêtés à la France pour faciliter l'évacuation des étrangers vivant dans le pays. Cette approche apparemment non interventionniste, selon Peter J. Schrader, reflétait les phénomènes internationaux contemporains. La réponse relativement discrète des États-Unis aux émeutes qui se sont propagées dans tout le Zaïre en septembre 1991 a suggéré que, dans l'ère émergente de l'après-guerre froide, le statut presque incontesté de Mobutu au sein de l'exécutif en tant que notre homme à Kinshasa commençait à s'estomper, ou du moins être interrogé plus ouvertement. Au fur et à mesure que le début des années 1990 avançait, les politiciens de Washington et des environs ont progressivement commencé à appeler à la démocratie au Zaïre. La création de la Conférence nationale souveraine, CNS, avait suscité une grande émotion dans tout le Zaïre, car beaucoup pensaient que la conférence était un pas vers une véritable démocratie. Le premier ministre de Mobutu, Isaac Kalonji Mutambeyi, a ouvert la conférence nationale en août 1991. Elle a réuni 2800 délégués, dont 4 membres de chaque parti politique et des représentants des institutions publiques et des secteurs de la société. L'excitation et la grandeur de la conférence se sont rapidement dissipées lorsque le gouvernement de Mobutu est passé à l'action pour s'accrocher désespérément au pouvoir. Des querelles entre le régime et le plus grand parti d'opposition, l'Union sacrée de l'opposition radicale, USOR, provoquèrent immédiatement la suspension de la conférence de septembre à novembre 1991 puis de nouveau en janvier 1992. Le 23 janvier 1992, des antagonistes de Mobutu s'étaient rendus à la radio nationale de Kinshasa pour exiger un changement de gouvernement et la reprise de la conférence. 2 personnes ont perdu la vie dans ces incidents, que le Premier ministre avait qualifiés de « tentative de coup d'État ». Les meneurs du putsch manqué ont été condamnés à mort par contumace. Des marches des chrétiennes, appelées par des prêtres catholiques et d'autres chefs religieux, furent organisées dans les rues de Kinshasa et d'autres villes du Zaïre le 16 février 1992 pour protester contre la suspension de la conférence. Les forces de Mobutu ont répondu à Kinshasa en tirant sur une foule de manifestants, tuant plus de 30 personnes. La pression nationale et internationale suite à ce massacre força Mobutu à rouvrir la conférence, qui fonctionna du 6 avril au 6 décembre 1992. La conférence avait travaillé avec ferveur pour mettre en place un cadre de transition à travers lequel un nouveau gouvernement serait formé. Le 4 août 1992, la conférence avait institué un ordre institutionnel de transition par son approbation d'une loi portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, afin de mettre fin à la crise politique et institutionnelle dans le pays. La loi avait défini les rôles du président, du Premier ministre, du Haut Conseil de la République, HCR, et du pouvoir judiciaire. Les délégués ont nommé Monseigneur Monsengo, évêque de Kisangani, président du HCR. L'un des rôles du président était de ratifier l'élection du Premier ministre par le Conférence nationale souveraine dans les 48 heures. Mobutu, qui avait refusé d'honorer la nomination d'Étienne Tshisekedi au poste de Premier ministre tel que stipulé lors de la Conférence nationale souveraine, décida de lancer sa campagne de sabotage en janvier 1993. Les soldats, selon un ordre présidentiel, devaient être payés en nouvelle monnaie qui, selon Tshisekedi et la conférence, était sans valeur. Mobutu a alors convoqué sa propre conférence, préférant plutôt former cet organe avec des partisans politiques qui ont élu un autre Premier ministre, Faustin Birindois. Le Premier ministre illégalement installé alors ordonna, aux membres de la garde présidentielle de perquisitionner le domicile et les bureaux d'Étienne Tshisekedi, que le HCR continue de reconnaître comme Premier ministre. Les violences liées à cette opération avaient fait un grand nombre de blessés parmi les partisans de Tshisekedi. Le 6 avril 1993, les militaires avaient de nouveau empêché le HCR de fonctionner. La confusion au sein du gouvernement a finalement suivi, avec une dualité des institutions et des aboiements d'ordre, et bientôt la paralysie s'est emparée de tout le système. Tshisekedi demanda une mission de maintien de la paix de l'ONU qui s'est avérée infructueuse, tout comme les tentatives d'autres hommes d'État africains d'agir en tant qu'arbitres. Finalement, à la fin de 1993, des intérêts contradictoires avaient aplani une constitution,
Mobutu restant chef de l'État et commandant suprême des forces armées, et seuls les membres des partis d'opposition éligibles au poste de Premier ministre, qui seraient nommés par Mobutu sur la recommandation de la nouvelle législature de transition composée d'une majorité de membres des partis politiques de soutien. Il a fallu le génocide rwandais en 1994 pour que Mobutu commence à subir la pression de la part des États-Unis. Conflit ethnique dans l'est du Congo, provenant en grande partie des Banyarwanda, groupe ethnique Tutsi, vivant au Zaïre, et de la population autochtone, à savoir les Bahindes, Banyanga et Banande, avait précipité l'intervention des forces militaires ougandaises, rwandaises et burundaises parallèlement à la rébellion de Kabila. Selon la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations Unies, le gouvernement du Zaïre avait accordé le suffrage et le droit d'exercer des fonctions politiques aux Banyarwanda par le décret-loi numéro 71-020 du 26 mars 1971. La loi numéro 81-002 du 29 juin 1981 avait modifié la législation antérieure n'accordant la nationalité zaïroise qu'aux justiciables justifiant que leurs ancêtres avaient résidé au Zaïre depuis 1885. L'application de cette loi, en raison de son caractère rétroactif, annula les droits déjà acquis par les Banyarwanda. La nouvelle loi adoptée par le régime Mobutu provoqua la colère de la population Banyarwanda. Après que le Front patriotique rwandais, FPR, ait réussi à installer un régime Tutsi au Rwanda, des millions des réfugiés Hutus furent contraints de fuir au Zaïre et vivre dans des camps de réfugiés dans une région proche de Goma, à l'est du Zaïre. Ce qui avait transformé la situation des réfugiés dans l'est du Zaïre en talon d'Achille de Mobutu, c'est l'accord formel de rapatriement entre le Rwanda, le Zaïre et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Selon l'annexe 2 de l'accord tripartite sur le rapatriement des réfugiés rwandais du Zaïre, dans le domaine de la sécurité mutuelle, les deux chefs de gouvernement s'étaient engagés à ne pas permettre que le territoire de l'un serve de base à des opérations de déstabilisation de l'autre. Profitant de cet accord, l'Ouganda et le Rwanda décidèrent d'intervenir militairement dans la rébellion de Kabila plus tard en 1997. À cette époque, les responsables gouvernementaux, le personnel militaire, les juges, les enseignants et les médecins souffraient du très long retard de paiement des employés publics. Certains de ces employés du gouvernement étaient impayés pendant 24 à 30 mois, provoquant une pression immense sur leurs familles et l'économie du pays en général. À cette époque, les États-Unis avaient réévalué leurs relations avec Mobutu, et décidèrent d'isoler un peu plus le régime de Mobutu. Pour mettre en perspective le déclin économique du Zaïre, il faut analyser la valeur du Zaïre, la monnaie du pays. Selon la Banque mondiale, la valeur du Zaïre équivalait à 2 dollars américains en 1970. En 1994, 3200 Zaïre équivalaient à 1 dollar américain, soit une dépréciation de 6400%. L'inflation associée à cette chute libre économique avait paralysé les Zaïrois, pas moins de 12 millions de personnes étaient au chômage en 1994, et la plupart ne pouvaient pas subvenir aux besoins les plus élémentaires. Privation sociale. Le niveau de vie de la grande majorité des habitants du Zaïre du début des années 1970 jusqu'à la fin de la première guerre du Congo en 1997 incarnait le dénuement. D'innombrables masses ne pouvaient pas répondre à leurs besoins les plus élémentaires, nécessitant l'implication d'une myriade de programmes d'aide étrangère. La répression politique et les violations des droits de l'homme ont défini le régime de Mobutu pendant cette période, alors que les forces armées zaïroises, FAZ, et la garde civile de Mobutu terrorisaient la population. Alors que la conscience internationale sur la brutalité de la dictature de Mobutu augmentait à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le soutien américain aux « hommes forts » zaïrois déclina précipitamment et, en 1996, ce soutien se tourna vers Laurent-Désiré Kabila et sa rébellion AFDL. À l'époque, les médias et les politiciens occidentaux saluèrent la première guerre du Congo de 1996 à 1997 comme une solution africaine à un problème africain, alors que les rebelles ougandais, rwandais, burundais et zaïrois marchaient systématiquement de l'est du Zaïre à Kinshasa, battant l'armée de Mobutu dans une bataille rapide. À la fois. Au fur et à mesure que le cancer de la prostate de Mobutu progressait, affaiblissant le corps de Mobutu,
Il fournissait une métaphore du régime du dictateur, les privations sociales imposées aux masses appauvries les années précédentes symbolisaient le cancer du Zaïre, métastasant sous forme de rébellion, tuant finalement le régime hôte. Comme en mars 1993, en mars 1994, bien avant l'afflux de réfugiés du Rwanda et du Burundi, la Commission des droits de l'homme de l'ONU prononça pour la deuxième fois la même ferme condamnation du gouvernement du Zaïre. Là encore, la Commission déplora la brutalité du régime à commettre de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la Commission s'interrogeait sur les déplacements forcés de plus de 750 000 personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment dans les provinces du Shaba et du Nord Kivu, ainsi que les lourdes pertes en vies humaines et les nombreuses autres violations des droits de l'homme qui accompagnent ces déplacements, et avait réaffirmé la nécessité de mettre fin à l'impunité des responsables de violations des droits de l'homme. Les efforts vicieux de Mobutu pour maintenir son pouvoir dans une nation de plus en plus hostile de personnes frustrées et démunies allaient bientôt être défiés, encore une fois, par une rébellion à l'extrême et de Kinshasa. Cependant, cette rébellion s'était avérée capable, avec l'aide de l'ancien allié de Mobutu, les États-Unis, en collaboration avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Les forces armées de Mobutu se sont retirées sous la pression de l'opposition organisée. Ce qui s'est passé en 1996 et 1997 était un rappel relativement exsangue d'un despote mourant qui a instillé un ressentiment amer parmi son peuple, bien loin de la terreur dont il a joui pendant les 30 années précédentes. Comme pour suggérer un soupçon de karma, la dernière expérience de Mobutu au Zaïre démontre sa destruction totale. Mobutu a quitté Kinshasa, où il était revenu d'une opération du cancer de la prostate en Europe, pour des négociations avec le chef rebelle rwandais et ougandais Laurent Kabila pour la prochaine jour où il a subi la double indignité du refus de l'équipage de songe présidentiel de le faire sortir du pays, car ils ont insisté à juste titre sur le fait que l'avion était la propriété de l'État, et sa tentative de lynchage par certains de ses propres soldats, qui lui ont reproché l'assassinat la veille du général Maël à Kinshasa. Les militaires ont tiré sur l'avion de transport militaire transportant Mobutu et sa famille en exil, alors qu'il décollait de l'aéroport de Gadolit. Était devenu un homme faible et solitaire. Depuis le 23 mai 1997, il a vécu principalement à Rabat, au Maroc. Il y décède le 7 septembre 1997 d'un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.